comment on peut toujours creuser plus loin dans cette compréhension de la magie de l'espace, c'est-à-dire de penser l'écologie aussi par cette pratique poétique et magique qui... Je m'appelle Emeline Curien, je suis née en 1984. J'enseigne l'architecture à l'école d'architecture de Nancy et je fais des recherches sur les pratiques contemporaines des architectes en lien avec la question écologique. Je fais des expositions, des livres sur ces sujets et des articles. Quand j'ai fini mes études d'architecture, je voulais vraiment être architecte, mais je ne savais pas comment faire. Je sentais que ce qu'on m'avait appris n'était pas suffisant pour me permettre de faire une pratique qui fasse sens dans le monde contemporain. Et donc, en fait, ma pratique de chercheuse et d'enseignante, elle est complètement animée par ça. C'est trouver des gens qui m'aident à penser comment on peut construire une architecture aujourd'hui qui nous permette d'envisager l'avenir. Donc, je regarde à la fois des architectes en Suisse, en France, en Belgique. J'essaye de regarder ce qui, dans leur pratique, m'interroge et essayer de transmettre aux autres ce que j'en ai compris. Il y a 3 architectes sur lesquels j'ai écrit récemment et qui, à chaque fois, m'ont donné envie, en fait, de rentrer plus en avant dans la compréhension de ce qu'ils essayent de faire. Le premier, c'est John Caminada. C'est un architecte qui travaille dans un village en Suisse de 250 habitants. Et ce qui m'a vraiment, au départ, interrogée dans sa pratique, c'est comment ces bâtiments s'intégraient. J'aime pas beaucoup le mot s'intégrer d'ailleurs. Comment ces bâtiments entrent en relation avec les gens qui habitent sur place, avec les matières, avec les artisans, mais qui en même temps, il y avait quelque chose de très magique, de très poétique, qui font que ces bâtiments ont une présence. On a l'impression que ce sont des êtres vivants face à nous. Et j'ai voulu vraiment comprendre comment il arrivait à mettre tout ça en œuvre en même temps, d'une certaine manière. Un autre architecte sur lequel j'ai aimé travailler, c'est Bernard Herbeck. J'ai découvert son travail juste par une photographie dans un magazine, une photographie d'un meuble. Et là encore, je crois que c'est la question de la présence qui m'a interrogée. C'est qu'est-ce qui faisait que ce meuble me semblait me parler au sens semblait avoir une présence, un caractère, en fait, quelque chose qui dépasse la simple fonction et qui donne envie de, de le comprendre et de comprendre ce qui a animé son concepteur. Et donc, je me suis plongée dans son travail, j'ai beaucoup échangé avec lui. Et ça a été un moyen pour moi aussi de mieux comprendre comment il travaillait avec l'argile et comment on pouvait... J'ai eu une éducation très rationaliste dans l'école d'architecture où j'ai été formée. Et ça m'a fait beaucoup de bien de découvrir une autre manière d'aborder l'espace, qui soit pas simplement une mise en ordre, mais qui soit une poétique de l'espace. Et le troisième architecte, ça a commencé par une toute petite photo, là aussi. C'était l'étape de la Voie lactée d'Éric Furnémont. Et quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose qui me parle et je ne sais pas quoi. Et j'ai été voir l'architecte pour comprendre son travail. Et puis finalement, on vit ensemble depuis maintenant plus de 10 ans. Et on a continué à se poser ces questions ensemble. Et ça m'aide beaucoup dans les recherches que je fais, de multiplier nos regards en fait et de voir comment on peut toujours creuser plus loin dans cette compréhension de la magie de l'espace, c'est-à-dire de penser l'écologie aussi par cette pratique poétique et magique qui nous donne envie, qui modèle notre imaginaire, qui nous donne envie de nous déplacer et qui n'est pas seulement à répondre à des besoins un peu primaires. Pourquoi bâtir encore? C'est une question qui nous animait tous les deux, je crois. Moi, j'aurais tendance presque à être tellement presque paralysée par l'ampleur des difficultés qu'on va traverser que parfois j'ai presque tendance à dire mais est-ce qu'il faut vraiment encore construire? Est-ce qu'il ne faut pas simplement transformer ce qui existe? Et puis très vite, on en est dans nos discussions, mais pourquoi encore faire des choses? Pourquoi faudrait-il encore artificialiser des terres? Est-ce que ça a vraiment du sens? Alors, il y a toute la question de la transformation qui maintenant est centrale, je pense, dans les pratiques des architectes. Mais ce pourquoi bâtir encore, c'était de dire, mais il y a des fois des lieux qui peuvent être transformés, mais en fait, ils sont tellement porteurs de contraction des capacités de relations sociales, ils sont tellement dans leur forme eux-mêmes incapables de porter de la rencontre, de porter de la poésie, qu'à un moment donné, peut-être que dans certaines situations, ça vaut la peine de construire de nouvelles formes pour construire de nouveaux imaginaires de vie et nous permettre de rêver et de se projeter autrement dans l'avenir. La question des enjeux pour les 30 prochaines années, elle est, à mon sens, extrêmement difficile.
Je pense en fait qu'il y en a un essentiel, c'est d'essayer de se rendre compte de la gravité des transformations qu'on va traverser. En fait, il me semble que c'est le seul enjeu. Si on arrive à prendre conscience de cette gravité, je pense qu'on changerait immédiatement toutes nos façons de concevoir l'architecture, mais aussi toutes nos façons de vivre, toutes nos façons de faire société ensemble. Donc pour moi, l'enjeu central, c'est accepter de regarder en face l'ampleur de ce qui est en train d'arriver. Je crois que l'utopie, j'ai peur que l'utopie ne nous aide pas du tout. Moi, j'aurais plutôt tendance à aller au plus profond du concret, c'est-à-dire ne serait-ce que matériellement. C'est quoi les températures qu'on va vivre? C'est quoi les inondations qu'on va traverser? C'est quoi les violences sociales et les difficultés à vivre ensemble qu'on va rencontrer? C'est quoi la manière dont le tissu du social, en fait, est en train de s'écarter, de s'effondrer, que le tissu de la biodiversité rencontre les mêmes déchirures profondes. Et donc l'utopie, je pense pas, mais le rêve, oui. C'est-à-dire comment on construit des horizons de sens qui soient assez différents de ce qui sont pour nous aujourd'hui. Comment on renverse les valeurs, comment on trouve du sens dans des nouvelles manières de prendre soin de ce qui nous entoure, d'avoir des nouvelles connaissances, mais qui soient pas simplement une somme de connaissances un petit peu rigide, mais plutôt une manière de s'émerveiller. Donc plus que l'utopie et plus peut-être que le rêve, je crois plus en l'émerveillement de choses qui pourraient redonner du sens à des existences dans des conditions difficiles.